Qu'aux États-Unis, contre les médias traditionnels, le showbiz et l'État profond, Trump a gagné haut la main. Et nous, en France ? En France, TVL a démontré que l'on pouvait contourner les médias officiels de la propagande et du mensonge engraissés avec l'argent de vos impôts. TVL a démontré que la liberté à tout prix n'est pas un slogan, mais une conviction, un état d'esprit. Vous informer véritablement, sérieusement, vous armer face au système tout en respectant votre libre arbitre. TVL a démontré son indépendance grâce à son modèle basé sur le don. Grâce à vous et à vous seul, il est devenu un puissant média gratuit au service des Français, avec 5 millions de vues par mois, 1 500 000 abonnés sur les plateformes et réseaux sociaux. C'est beaucoup. Et ce n'est pas assez encore. En 2025, TVL va innover, s'adresser à de nouveaux publics. On se prépare à surprendre, à renouveler, à avoir de l'ambition, à faire toujours preuve d'audace. Et nous, en France, eh bien voilà la réponse. TVL prépare la chute de l'ancien monde médiatique. Alors aidez-nous à le faire vite et fort. Rejoignez par un simple don la communauté des amis de TVL, les amis de la liberté à tout prix. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Politique et Écho. Notre invitée cette semaine, Évelyne Josselin. Bonjour madame. Bonjour. Évelyne Josselin, vous êtes essayiste, spécialiste de la politique américaine. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Obama, de la déconstruction de la démocratie en Amérique ou Tea Party, l'Amérique à la reconquête de ses libertés. Trump pour le meilleur et pour le pire, et le dernier publié cette année que voici à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TV Liberté, La guerre culturelle, publiée aux presses de la délivrance. Avant de commencer notre entretien, deux choses comme d'habitude, vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air, à partager un maximum l'entretien ainsi que le commenter pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. La deuxième chose, vous pourrez retrouver à l'issue de cet entretien la brillante chronique financière de Philippe Béchade. Alors commençons tout de suite avec vous, Évelyne Josselin. C'était le 5 novembre dernier, Donald Trump a été réélu plutôt assez triomphalement au poste de président des États-Unis. Il sera investi le 20 janvier prochain. Est-ce qu'il a déjà pris des décisions dans le cadre de son poste de président? Quelles ont été ses premières actions? Alors, il n'a pas été réélu assez triomphalement, mais véritablement triomphalement, puisqu'il a le vote populaire, en plus du vote des grands électeurs, 312 votes de grands électeurs. C'est tout à fait remarquable et ça met les sondages en face de leur prédictions qui étaient erronées une fois de plus. Oui, des sondages qui nous annonçaient un coup d'à coude. Oui, mais forcément, puisque les électeurs républicains se méfient des gens qui font les sondages. Ils ne donnent pas, alors ils sont réticents à donner leur opinion parce qu'ils savent que de toute façon il y a un effet boomerang, ils peuvent être mal considérés. Donc en fait ils se taisent, ils ne disent pas grand-chose. Donc il fallait se méfier des sondages. Voilà, comme il faut encore plus se méfier des médias. Donc il a été réélu triomphalement, véritablement triomphalement. C'est une superbe victoire et ça nous éclabousse tous parce que nous l'avons soutenu, nous le camp conservateur, et je pense que la victoire américaine ne peut qu'avoir une influence positive pour nous autres patriotes des autres nations occidentales. Alors, Évelyne Josselin, deux choses peut-être avant de poursuivre l'entretien. Vous évoquiez ce vote populaire. Qu'est-ce que ça veut dire, le vote populaire, quand un président obtient le vote populaire ? Eh bien, le vote populaire ne suffit pas, figurez-vous. C'est en fait le vote des grands électeurs qui détermine. Alors, le vote des grands électeurs a été décidé par les pères fondateurs pour une bonne raison, c'est que les États
le plus petit ou le plus grand, territorialement, ou excentré géographiquement, ou au contraire. C'est pour que les États soient à égalité. Le vote populaire, c'est comme chez nous, c'est le nombre du bulletin compté. Mais il se trouve que c'est le vote. Et alors ne me demandez pas comment l'un va avec l'autre. J'ai jamais obtenu de réponse facile et exacte à la fois. D'un constitutionnaliste. Voilà. Ouais. Et oui, il faudrait véritablement poser la question à un constitutionnaliste, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est le vote des grands électeurs qui détermine. Quand en plus il y a le vote populaire, alors là, il n'y a plus de contestation possible d'aucune sorte. Sur les conséquences politiques, vous l'évoquiez un petit peu, pour l'Europe, pour les États européens, qu'est-ce que vous pensez que cette élection puisse engendrer ? Eh bien, comme je vous le disais, je pense que l'influence... Alors, Trump est évidemment honni par l'Union européenne, qui est une entité de gauche, à mon avis, enfin, je trouve, et plusieurs chefs d'État européens qui sont franchement néo-marxistes. En Angleterre, Sir Keir Starmer, est un trotskiste. Et son cabinet est peuplé de trotskistes, qui d'ailleurs ont tous insulté Trump, et on ne voit pas trop comment ils vont pouvoir faire le traité commercial dans ces conditions, même si Trump est magnanime et il fait comme s'il n'avait rien entendu, oui, on sait bon. Bref, je pense que, pas tout de suite, mais au bout de quelque temps, au fur et à mesure que nous verrons les résultats, eh bien, ils comprendront peut-être enfin le bien fondé des politiques de Trump, et ça peut avoir une influence chez nous. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous espérons. Alors, après 4 ans de présidence démocrate avec le tandem Biden-Harris, dans quel état Trump retrouve-t-il les États-Unis ? Qu'est-ce qui a changé en 4 ans ? Écoutez, c'est dramatique parce que quand Trump est arrivé en 2016, il a pratiquement du jour au lendemain renversé toutes les politiques d'Obama comme il l'a pu avec les décrets exécutifs. Et Obama gouvernait aussi par décrets exécutifs. Les décrets exécutifs, c'est très bien parce qu'il y a le président derrière, donc on ne peut pas y contrevenir. Mais en revanche, lorsque le président n'est plus en place, eh bien, il est facile de les renverser. Donc là, maintenant, avec l'administration Biden-Harris, on a eu un 3e mandat d'Obama, parce qu'il ne nous a pas échappé que ce n'était pas Joe Biden qui était véritablement aux commandes. Pas plus que ne l'aurait été Harris si par malheur elle avait triomphé. Donc, il y a toute une équipe de l'État profond américain et peut-être également mondial qui était aux décisions, dont Obama. Et Obama est arrivé en 2008, rappelez-vous, en disant, à la veille de son élection, nous sommes à un jour ou deux du moment où nous allons transformer le pays fondamentalement. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, Trump a essayé de renverser les politiques d'Obama. Biden, à peine arrivé illégalement, et j'explique en longueur dans mon livre, que véritablement, il faut se pincer pour croire que Biden a obtenu 81 millions de voix du vote populaire en 2020. Bon, c'est absurde. Donc, qu'est-ce qu'a fait Biden sur les ordres de Obama et de la clique qui était derrière lui à tirer ses ficelles ? Eh bien, il a de nouveau utilisé des ordres exécutifs pour renverser à son tour les excellentes politiques de Trump de 2016 à 2020. Parce que n'oubliez pas que de 2016 à 2020, malgré toutes les forces qu'il avait contre lui tous les jours, Trump a fait des choses remarquables, y compris à l'intérieur et à l'extérieur, et sur des sujets également où on ne l'attendait pas. Par exemple, il a fait, lui, le procès du communisme. Il a, lui, été plus expressif, plus vocal en ce qui concerne la sauvegarde de la chrétienté, plus que notre pape François. Bon, en plus de son mandat présidentiel. Donc il a fait d'excellentes choses, et évidemment Biden arrivant et étant aux ordres de qui je viens vous dire, a tout renversé. Donner de l'emploi à des centaines de milliers d'Américains, notamment, et ne pas engager de guerre. Et voilà, donc c'était le 3e mandat d'Obama là qui se termine. Ouais. Alors maintenant Trump, qui est bien plus aguerri qu'il ne l'était, il n'était pas du tout d'ailleurs en 2016, maintenant il a compris, il a réfléchi, il va s'entourer de gens qui ne vont pas le trahir, on espère, et donc il va pas se contenter de décrets exécutifs. Il faut maintenant, et Dieu merci, il a un Sénat, une Chambre pour lui, il faut qu'il profite des 2 années, là où on est sûr qu'il a, non pas les pleins pouvoirs, loin de là, mais un certain pouvoir, pour légiférer, et pour que ces lois soient pérennes.
C'est ça la différence, voilà. Et donc, vous me demandez qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a été élu, mais il n'a pas arrêté. Il travaille pratiquement 24 heures sur 24. Comme vous savez, il ne dort que 4 heures par nuit. Il continue, il n'a plus les rallyes qui étaient très fatigants, à raison de 3 par jour quand même, en campagne. Mais en revanche, il est dans sa maison de Mar-a-Lago, qui est sa maison blanche du Sud, comme il l'appelle, et il reçoit tous les jours... il fait passer des interviews pour déterminer qui va être à quel poste. Et donc il avait donc une liste de priorités et il s'y est mis dès la première minute. Voilà, donc il n'arrête pas, il ne chôme pas. Alors on évoquera peut-être avec vous ensuite les personnalités qu'il a nommé pour son administration, mais est-ce que vous pouvez déjà un petit peu nous donner le détail de ce que va être son programme économique ? Oui, bien sûr. Mais vous m'avez demandé aussi dans quel état étaient les États-Unis au départ de Biden. Alors, et je vais embrayer sur l'économie après. Il faut savoir que Biden laisse un pays qui est endetté à plus de 35 trillions de dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Voilà. Plus de 35 et qui court au moment où je vous parle. Il y avait des choses aberrantes qui ont été décidées sous le mandat Biden, notamment en matière écologiste. Il y a toute l'économie woke. Et j'ai lu l'été dernier un livre qui ne peut pas être dans ma biographie parce que il est paru trop tard. C'est celui de Ted Cruz qui s'appelle Unwoke, c'est-à-dire comment défaire l'économie woke de Biden. Et Cruz cite une page que j'ai retenue particulièrement où il explique comment Larry Flint de BlackRock, qui détient à lui tout seul 9 trillions d'actifs, et avec les 2 autres Vanguard et je ne sais plus quel troisième. Voilà, State Street, exactement. 9500 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, je crois, réunis. Et voilà. Alors, en politique intérieure, il y avait une devise qui dominait toutes les politiques intérieures de Biden, enfin Biden dont les ficelles étaient tirées, je le rappelle, par l'État profond, c'était DEI, c'est-à-dire diversité, inclusion et équité, pas égalité, équité. Équité, ça veut dire égalité de résultats. On me dit équité, c'est que moi je décide. Et à l'extérieur, c'était ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernemental. Autrement dit, on se dirige vers une gouvernance mondiale en faisant attention à être social. Social, qu'est-ce que ça veut dire pour la gauche? Ça veut dire on se sert du climat pour redistribuer la puissance et l'argent des pays dits riches vers le sud global et gouvernance pour gouvernance mondiale. Donc, ce sont les philosophies, si on peut leur donner ce grand nom, qui dominaient les politiques de l'administration Biden. Bien entendu, Trump va mettre un coup, je pense, dans tout cela et faire s'écrouler, nous l'espérons tous, l'économie woke des États-Unis et l'économie woke mondiale, parce que nous, Européens, avec notre Union européenne, nous suivons ces directives. Il n'y a pas de différence entre la gauche de Biden et la gauche de l'Union européenne. Alors le programme économique en lui-même, on viendra après aux conséquences économiques pour l'Union européenne. Oui, d'accord. Alors on verra ce que... Bon, pour l'instant, le conseiller économique de Trump, que je sache, n'a pas encore été désigné. Il est question de Scott Bessent, qui a été, il y a quelques années, au service de Soros. Mais il ne faut pas que ça nous handicape parce que Soros, malgré toutes les horreurs véritables qui circulent autour de lui, Soros est quand même un génie de la finance, donc il a pu être à bonne école au moins en ce qui concerne la finance mondiale. Et puis il a pris ses distances depuis puisqu'il a fondé sa propre société, et donc ça serait le favori pressenti, mais on peut avoir des surprises puisqu'on en a déjà eu beaucoup depuis que Trump a commencé à nommer les membres de sa future administration. Donc on peut avoir des surprises. Mais une chose est certaine, c'est que si c'est Bessent ou un autre, il y a 3 priorités. Oui, il y avait Paulson, mais je crois que c'est réellement Bessent qui a été nommé. Oui, et pas le même Paulson qu'en 2008, Hank Paulson. Je crois que c'est John, là. Voilà, là c'est un autre. Je ne sais pas s'ils sont liés d'ailleurs familialement, enfin bref, mais c'était un autre. Donc là on ne sait pas encore. Là ça n'a pas encore été. Mais il y a 3 choses qui sont capitales pour Trump et son équipe et pour ses électeurs. Il ne faut pas l'oublier parce que Trump veut absolument contenter ses électeurs. C'est un président qui tient ses promesses. Donc il faut réduire la dette.
il faut relancer l'économie américaine en terminant avec l'hystérie climatique et en redonnant à l'Amérique son indépendance énergétique, c'est-à-dire en ressuscitant tous les plans qui étaient mis à l'arrêt par l'administration Biden-Harris. Et les énergies fossiles, ce qu'on ne dit jamais, ce que les télévisions ne disent jamais, c'est que les énergies fossiles, grâce à la technologie, ne polluent pas tellement aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. Et franchement, polluent moins que les énergies soi-disant renouvelables dont on ne dit jamais les défauts, mais qui polluent elles aussi et qui souvent ont besoin des énergies fossiles pour marcher. Donc, Trump, c'est le président du bon sens. Il a été élu pour que l'Amérique revienne à la normalité et au bon sens, y compris au bon sens économique. Et le troisième point dans l'économie, c'est redonner, que l'Amérique redevienne la locomotive économique du monde. Voilà, y compris avec un dollar fort, et puis avec Trump, là, est moderne dans sa conception. C'est pas de sa génération, mais il a écouté les gens de la génération de ses fils et des conseillers qu'il a pris. Il est très ouvert aux monnaies crypto. Oui, on va en parler. Donc, pas que, bien entendu, mais aux monnaies crypto. Donc, ça fait aussi partie du programme économique. Voilà, donc unwoke, comme l'appelle Ted Cruz, et puis donc déwokiser l'économie comme le reste de la politique. Oui, alors vous nous disiez, Evelyne Josselin, en préparant cette émission, qu'il y avait tout un tas de décisions que Donald Trump prend et annonce par l'intermédiaire de petites vidéos. Où est-ce qu'on en est ? Voilà, c'est ça. Alors justement, comme il ne peut pas, pour le moment, son statut ne lui permet pas, je crois, de faire de conférences de presse. En revanche, comme il n'est jamais inactif, eh bien, il publie, enfin, je ne sais pas si on dit publier une vidéo, mais enfin, il produit des petites vidéos, apparemment, pour chaque politique qu'il entend dire. Alors là, sous les yeux, j'en ai une. C'est Glenn Beck qui rappelle les 5 points pour la politique anti-censure que Trump veut mettre en œuvre. Et c'est fabuleux. Je vous lis simplement les 5 points, en terminer avec la collusion entre les grosses entreprises de la Silicon Valley qui sont illégalement et inconstitutionnellement en accord avec l'administration Biden. C'est quand même extraordinaire. Ça, il faut en terminer. Pour cela, s'ils n'obéissent pas, ils leur suppriment leur statut fiscal. Et donc la règle 230, la section 230 de l'acte de la loi sur les communications, parce que ces gens-là se conduisent, Google. Le seul qui ne le fasse pas, c'est X, qui était anciennement Twitter. Mais tous les manias de la Silicon Valley qui ont ces réseaux sociaux se permettent de se conduire comme des éditeurs avec leur opinion et en plus de censurer les opinions qui ne leur conviennent pas. Et ceci avec l'accord d'un gouvernement à Washington. Vous imaginez ? Bon, il faut évidemment mettre un coup de pied dans tout ça. Et donc, Trump menace de supprimer la section 230. Donc, vous voulez vous conduire comme des éditeurs ? Eh bien, votre statut fiscal va changer radicalement. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il a également d'ailleurs annoncé, on va peut-être y revenir, la suppression du département de l'éducation. Oui. On va y revenir, mais j'aimerais d'abord vous entendre sur les conséquences économiques de l'élection de Donald Trump pour l'Union européenne et pour la France. On sait que Donald Trump est très attaché au protectionnisme économique. Qu'est-ce qui se passera pour l'Union européenne s'il se relance dans une politique économique de protectionnisme ? Alors, je vais essayer de vous répondre. J'aurais envie de dire que qu'est-ce qui se passera pour l'Union européenne ? C'est le cadet de mes soucis. Mais ce n'est pas une bonne réponse, j'en conviens. Je pense qu'il faut attendre pour voir. Et je pense que surtout, les critiques de Trump et les observateurs en général doivent revenir sur des notions qu'ils ne comprennent pas bien. La politique America First de Trump, c'est-à-dire l'Amérique d'abord, et ce qu'on appelle le protectionnisme. Attention, ce n'est pas si simple que ça. Ce que veut faire Trump, c'est un petit peu plus subtil. Et c'est à nuancer. Ce n'est pas du tout l'America First, que ce soit en politique étrangère ou en politique économique, ce n'est pas du tout l'America First des années 30. Et encore là, même les Européens n'ont pas une connaissance très approfondie de ce qu'était cette politique. En fait, ils se basent sur quelques personnalités de l'époque, comme le grand Lindbergh, qui était attaché à cette idée d'America First. Ce sont des gens qui ne voulaient pas entrer en guerre avec l'Allemagne. Mais c'est un petit groupe.
la mouvance America First de l'époque était déjà beaucoup plus large que ça et plus nuancée. Quant à la mouvance America First pas de Trump, des années 30, je veux dire, mais quant à la nouvelle version America First de Trump, celle de 2016 et maintenant de 2024, c'est assez complexe. Donc il ne faut pas avoir de préjugés, il faut attendre pour décider si c'est bon ou pas. Alors oui, c'est vrai, il a parlé de tarifs certainement exorbitants pour certaines nations comme la Russie ou la Chine. La Chine, il a parlé de 60%. Mais que fait la Chine ? La Chine n'arrête pas d'envoyer des espions, n'arrête pas. La Chine n'est pas un partenaire honnête et fiable. C'est une concurrence déloyale à tout point de vue. Et la Chine a véritablement redoublé dans ses efforts pour capturer les élites américaines et européennes, parce que c'est la même chose qui se passe chez nous en Europe, y compris dans l'Angleterre, pourtant sortie théoriquement seulement sortie de l'Union européenne. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Capture des élites au profit de la Chine, espionnage, et ceinturage, les nouvelles routes de la soie, moi je refuse cette traduction pour Road and Belt Initiatives. C'est en fait une politique de ceinturage et de chantage par rapport, et tout cela par rapport aux nations qui pactisent avec la Chine. Et donc il y a un risque évident, et Trump a des conseillers brillants, et alors je crois qu'ils veulent remettre Lighthizer, qui était déjà son tsar de l'économie, ils veulent remettre à la politique commerciale des États-Unis. Et ça serait une excellente chose. Et Lighthizer, que j'ai vu en personne l'an dernier aux 50 ans de la Fondation Héritage, Lighthizer nous a bien expliqué, on peut se découpler de la Chine en 5 ans. C'est parfaitement possible. Et n'écoutez personne qui vous dit le contraire. Donc moi, je crois, et alors c'est comme pour le climat. La Chine rachète beaucoup de la dette américaine. Oui, Est-ce que ça va être si facile de se détacher Non, pas facile, non, rien n'est facile, mais en revanche, c'est pas impossible non plus. Ouais. Voilà. Et il y a des façons de faire, et il y a des politiques habiles qui peuvent être mises en œuvre. Et d'ailleurs, les dirigeants chinois ne sont pas dupes, et ils savent très très bien ce qui peut les attendre. C'est pour ça qu'ils se montrent si gentils et si courtois pour le moment, parce qu'ils espèrent que les premières, enfin, ils pensent que les premières nominations de Trump à des postes clés ne sont pas aussi dramatiques qu'ils l'avaient cru. Mais avec Lighthizer, je pense qu'ils vont devoir... Enfin bref, la Chine va devoir... on va la forcer à être un partenaire convenable. Alors, on sait que pendant sa campagne contre Joe Biden, c'était en 2020, Donald Trump avait dénoncé les agissements de ce qu'on appelle l'État profond américain, qu'on peut résumer par... cette expression, le complexe militaro-industriel. Est-ce qu'on peut lutter contre cette haute administration américaine qui est liée, qui pactise avec les intérêts privés ? Est-ce que vous savez si Donald Trump a déjà annoncé un plan de lutte contre l'État profond ? Je crois que oui, mais je ne l'ai pas là dans mes notes et je ne l'ai pas en tête. Son plan contre l'État profond, je pense qu'on peut déjà le résumer à la nomination au poste de conseiller personnel du président, c'est-à-dire des postes qui ne sont pas soumis à la ratification des sénateurs, enfin du Congrès. Et donc il a nommé Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Elon Musk est un génie, comme on sait. Et il faut en prendre et en laisser, mais il faut prendre ce qu'il y a de bon chez lui. On pense que c'est ce que Trump va faire. Et Vivek Ramaswamy, lui, a écrit un livre très intéressant sur le fait que go woke, go broke, c'est-à-dire si vous faites une politique woke, eh bien, vous serez fauché. Et donc, ça, c'était sur le volet économique. Et évidemment, les deux vont s'attaquer à la corruption monumentale et à la politisation et la militarisation de toutes les agences gouvernementales depuis Obama. Parce que Obama, sa devise d'entrée, nous allons changer l'Amérique en profondeur. Il y avait un plan très précis derrière qui était véritablement la continuation de Gramsci dans les années 30, miner les institutions à l'intérieur, c'est-à-dire terminer de les miner de l'intérieur pour que l'Amérique telle que nous la connaissons s'effondre. Voilà. Alors, le poste exact d'Elon Musk serait l'efficacité gouvernementale. On peut imaginer qu'il va de son poste pour démanteler la démocratie. Comment on s'y prend pour faire une purge dans l'administration américaine ? On vire à tour de bras. Reagan avait déjà à l'époque fait le ménage.
Reagan, très peu. Reagan n'a pas été un guerrier culturel et c'est pas de sa faute. Il écoutait ses conseillers, mais c'est pas la même chose. Hein. C'était il y a 40 ans. Il n'y avait pas encore eu le début de mondialisation qu'on a vu. Ça a commencé avec Clinton. Et donc Reagan, il avait deux priorités. C'était revenir à la salubrité financière et économique qui avait été mise à mal par Carter, et puis en terminer avec la guerre froide avec l'Union soviétique. Et donc ces deux préoccupations principales, c'était donc économique sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, comme il l'a fait, terminer la guerre froide sans coup de fusil, sans rien, le plus proprement possible. Et il a réussi ce qu'il avait entrepris. Mais ces questions-là, l'État profond, il s'en est très peu occupé. Et la question de guerre culturelle, je pense qu'il n'en était pas conscient. Et peut-être a-t-il pris conscience de la puissance de l'État profond quand il a été aux manettes. Il avait publié un clip pendant sa campagne contre Joe Biden où il dénonçait les agissements. Peut-être s'en est-il rendu compte au cours de sa présidence. En tout cas, vous évoquez, Évelyne Josselin, une réforme profonde de certaines institutions. Que va-t-il faire du Pentagone ? Il a annoncé encore une fois une purge au sein du Pentagone. C'est le département de la Défense. Alors je vais vous reprendre sur le terme de purge. Ça serait plutôt une contre-purge. Parce que n'oubliez pas que quand Biden est arrivé il y a 4 ans, il a opéré une première purge. Et il a mis à des postes clés, il a mis des militaires. Et le poste tenu par le général Lloyd Austin, un des artisans de la débâcle en Afghanistan, est remplacé maintenant par quelqu'un que personne n'attendait, qui s'appelle Pete Hegseth, qui est un très jeune, il n'a même pas 50 ans, 45 ans, un très jeune journaliste, et il le met à ce poste-là, parce que c'est également un vétéran et de l'Irak et de l'Afghanistan. Donc quelqu'un qui connaît les choses de l'intérieur. Donc il faut déwokiser l'armée, comme il faut déwokiser l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les politiques absurdes de DEI, dont je vous parlais tout à l'heure, ont été véritablement mais lancées par Biden avec une force, une violence. On a asséné au peuple américain. Il y avait un ministre, par exemple, qui était un ancien général, né Richard Levin, devenu Rachel Levin, qui était là, maquillé, avec un transsexuel. Ouais. Il y en avait un autre qui était pas mal non plus, Sam Brinton, au poste que Kennedy, comment elle s'appelle, l'intelligence, c'est-à-dire les services secrets. Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, voilà, Tulsi Gabbard qui, elle, a toute sa tête et qui ne vole pas des habits d'homme, parce que lui, il s'est fait... C'est le seul qui a été viré de l'administration Biden, Sam Brinton, parce qu'il avait volé dans les aéroports des bagages où il y avait des vêtements de femmes dedans. Et donc, c'est la petite histoire qui accompagne le... Mais tout était wokisé, c'est-à-dire, comme je l'explique dans mon livre, outrance dans les politiques sexuelles, identitaires, raciales. Autrement dit, c'était votre identité par-dessus les compétences, y compris dans l'armée. Alors, on va revenir sur le woke quand on abordera ensemble le social, mais j'aimerais aussi qu'on parle de l'OTAN. On sait qu'il a toujours été très critique de l'OTAN. Est-ce qu'on peut imaginer un Donald Trump se retirer de l'OTAN, voire ou alors envisager un abaissement de la contribution américaine à l'organisation atlantique ? Il n'a pas été opposé à l'OTAN. C'est pas le terme. Critique, pas de l'OTAN. Des Européens, mauvais alliés, ne payant pas leur part. C'est pas la même chose. Pour en terminer avec ce que vous me demandiez sur la soi-disant purge de l'armée, ça va pas être une purge. Encore qu'il faut véritablement renvoyer, et même je pense qu'il faudrait les juger, je pense qu'ils devraient passer en cour martiale, les généraux de Biden qui ont permis cette débâcle de l'Afghanistan avec quand même 13 militaires américains tués, avec 85 milliards de dollars de matériel stupidement remis aux talibans. Et je tiens à dire ceci... 13 soldats américains tués ? Oui. 13 ? Oui, dans un accident de départ. Voilà. Dû complètement à l'impéritie de ce gouvernement et de cette direction militaire, parce que, comme je vous le disais, ces gens-là ont été choisis pour leur couleur ou pour leur appartenance au wokisme, et non pas pour leurs compétences. Et
ce que les gens ne savent pas en France, il y avait les accords de Doha qui ont été conclus entre Trump et les talibans. C'est d'ailleurs sur ce sujet que l'ambassadeur Bolton avait fait route à part avec Trump, parce qu'il disait on ne pactise pas, on ne négocie pas avec les talibans. Mais Trump, lui, fidèle à ses promesses électorales, voulait en terminer avec cette guerre lointaine et qui durait trop longtemps. Et donc il y avait tout un protocole extrêmement bien fait, qui n'a pas été suivi, qui a été carrément déchiré par l'administration Biden. Ce que aucun commentateur sur les télévisions françaises ne mentionne jamais. Ouais. Et vous voyez des généraux dans des émissions de télévision françaises, des généraux qui vous disent « Ah, mais attendez, la débâcle d'Afghanistan, c'est Trump qui l'a préparé. » C'est monstrueux. Et là, je tiens à rétablir. Là. Personne ne parle des fameux entretiens de Doha qui précédaient depuis plusieurs mois avant le départ de Trump. Donc ça, c'est très important. L'OTAN. Trump n'a jamais été contre l'OTAN. Il trouve simplement, et je dois lui donner raison, il a dénoncé, et les Allemands, par exemple, se sont ris de lui. On a une vidéo où on le voit qui tense vertement les Européens, leur disant, voilà, écoutez, vous ne payez pas vos misérables 2% de cotisation. C'est l'Amérique qui paye tout, qui paye l'ONU 80%, qui paye l'OTAN, un pourcentage, là encore, extraordinaire. Et en plus, ce sont nos boys qui vont se faire tuer, c'est pas vous. Et donc, prenez vos responsabilités. Oui. Et on s'est rendu compte qu'il avait raison uniquement quand Poutine a envahi l'Ukraine en 2022. Là, ils riaient plus, les Allemands. Et puis les autres non plus. Et Trump leur disait également, et on a vu Ursula von der Leyen l'autre jour, faire une proposition au nouveau président. Elle lui propose que l'Europe achète son gaz. Mais attention, madame, Trump vous a proposé ça il y a déjà des années, et vous l'avez refusé avec hauteur. Vous préfériez le gaz russe. Et maintenant, autrement dit, maintenant on se rend compte que Trump avait raison d'être sévère. Il n'a pas critiqué l'organisation. C'est une des rares organisations internationales qui ne soit pas corrompue. Il a critiqué les mauvais alliés et les mauvais payeurs et les profiteurs. C'est pas du tout la même chose. Toujours sur ce volet défense et diplomatie, on sait que le président Trump avait promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Est-ce qu'il a déjà avancé une forme de plan pour la paix? A-t-il déjà aussi pris contact avec le président Poutine? Alors, il paraît qu'ils auraient eu un coup de fil, mais je n'en ai pas eu que Moscou aurait démenti. Voilà, c'est ça, j'en sais rien. Et je vais vous dire une chose. C'est le Washington Post qui avait annoncé ça. Quiconque vous dirait aujourd'hui, que ce soit moi à votre radio, que ce soit à votre télévision, que ce soit un général étoilé à la télévision française, quiconque vous dirait je sais exactement ce qu'il va faire, eh bien serait un menteur. Parce que personne n'en sait rien. Alors, il a probablement un plan génial en tête, je ne sais pas. Est-ce que ça se fera en 24 heures? Je ne sais pas non plus. Ce qu'on peut subodorer avec un peu de certitude, c'est qu'il va certainement faire jouer la géopolitique. Il va certainement actionner... vous savez que Poutine est engagé, ce que moi j'appelle le nouvel axe du mal, est engagé avec l'Iran, des ayatollahs. Et je souhaite que Trump permette à Israël de bombarder les sites nucléaires iraniens qui sont à ça d'avoir des taux d'enrichissement d'uranium létal. Donc ça, j'espère que oui, il ne peut pas le faire lui, mais j'espère qu'il va. Et donc, il y a également la Chine. Les quatre sont... Et avec la Corée du Nord, puisqu'on a vu qu'il y avait des soldats coréens qui pouvaient bien intervenir dans ce conflit. Donc je pense que Trump va flatter tous ces dictateurs, comme il sait très bien faire, il va être gentil avec eux comme ça par devant, et par derrière, il va appliquer, je pense, des sanctions, des politiques, et les mettre surtout face à face les uns aux autres, et jouer des uns contre les autres. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut dire de plus prudent et de plus plausible. Pour le reste, franchement, personne ne sait comment il va s'y prendre. Alors, on l'a un petit peu évoqué avec vous, Evelyne Josselin. On sait que Donald Trump, vous le disiez tout à l'heure, travaille jour et nuit pour constituer sa nouvelle administration. Est-ce qu'on a une idée des têtes qui animeront son gouvernement aujourd'hui ?
Oui, on a une petite liste là quand même, je l'avais ici, mais je crois que vos téléspectateurs ont vu l'essentiel. On ne va pas revenir sur tous les noms. On peut revenir sur ceux qui sont les plus, comment dirais-je... Charismatiques. Charismatiques. Alors là, il y en a, par exemple, il a pris Tom Homan, qui est un ancien directeur de la politique des frontières, il l'a pris comme tsar aux frontières. Tsar, ça veut dire le grand chef en ce qui concerne l'immigration incontrôlée, illégale. Il a pris Robert Kennedy qui serait à la santé. Robert Kennedy, transfuge démocrate. Vous me l'apprenez. Je pense que c'était un projet, mais est-ce que ça a été entériné? Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore entendu. Alors, on sait que parmi les soutiens venus de gauche qui se sont ralliés à lui, effectivement, il y a le neveu du président Kennedy, fils du sénateur Kennedy, assassiné lui aussi, comme son oncle, cette fois en 1968, et qui a rompu avec sa famille et avec sa famille politique. Sa famille tout court et sa famille politique. Ce qui est très courageux de sa part. Alors, Robert Kennedy Jr. est un personnage très intéressant. Il a un défaut... une maladie de la gorge qui le rend difficile à écouter, et puis pour lui, surtout, être pénible pour lui de parler. En revanche, il peut apporter beaucoup de bonnes choses parce qu'il s'est beaucoup investi pendant le Covid contre le Dr Fauci, qui nous donnait des ordres, rappelez-vous, et qui était le Dr Fauci de l'administration Biden, qui était lui aussi, sans qu'on le sache, mais en bisbille avec l'administration Biden-Harris contre Trump. Et en parfait accord avec le Parti communiste chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui elle aussi est une annexe en fait du Parti communiste chinois. Donc, Kennedy pourrait effectivement s'occuper des problèmes de santé, parce que contrairement à ce que les gens croient, la loi d'Obama, qui n'est pas d'ailleurs une loi passée constitutionnellement, puisqu'il n'y avait pas eu de dernière navette au Sénat, elle avait été promulguée loi, eh bien cette loi n'a rien fait de bon, bien au contraire, c'est pire que jamais. La santé aux États-Unis, c'est véritablement un drame. Et puis donc, peut-être Donald Trump, qu'on accuse de misogynie, a placé au poste de chef de cabinet cette Susie Wiles qui s'était occupée de sa campagne. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette femme? Moi, je ne sais rien d'elle, puisque je l'ai découverte comme vous l'autre jour. Je ne savais rien d'elle, elle était très discrète. Je ne sais rien de Madame Wiles, je sais simplement qu'elle est tenue en très haute estime par non seulement Trump, mais toute l'équipe autour de Trump. Donc, il faut faire confiance aux gens qui savent. Et Trump a fait des choix. Alors, il a pris 3 personnalités de la Chambre, et le chef de la Chambre, Mike Johnson, lui a dit en plaisantant « Monsieur le Président, il faut arrêter de prendre toutes mes stars parce que nous avons aussi besoin de... » Bon, bien entendu, ces gens vont être remplacés par les décisions des gouverneurs concernés. On va nommer un suppléant pour eux, bien évidemment. Mais enfin, il ne faudrait pas qu'ils dépeuplent la Chambre et le Sénat de ces voix les plus importantes. Alors, il y a un choix qui est très contesté, et ça serait sûrement amusant d'écouter les télévisions françaises ce soir. C'est le choix de Matt Gaetz comme ministre de la Justice. Alors moi, j'ai été, je l'avoue, sur le moment, très surprise aussi, d'abord parce que Matt Gaetz est jeune et qu'il est très controversé, y compris à la Chambre. Parce que c'est quand même à cause de lui, il y a 2 ans, rappelez-vous, il a monté une petite révolution contre le chef de la Chambre, qui était à l'époque Kevin McCarthy, qui est un républicain bien, mais en même temps un peu mou. Et il trouvait que McCarthy n'obtenait pas de résultats. Et McCarthy disait toujours, oui, mais j'ai une majorité tellement réduite, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et donc, finalement, après, je vous passe toutes les péripéties, ça a été épique, cette bataille à la Chambre. Et donc, c'est Matt Gaetz qui était le... Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de Matt Gaetz? C'est certainement pas le juriste le plus éminent des États-Unis, parce qu'il y a des milliers de juristes parfaitement éminents qui auraient pu remplir ce poste. Pourquoi est-ce que Trump l'a choisi? Moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, je suis très très étonnée. Pourquoi lui? Il faut toujours se dire, aussitôt après un poste, c'est forcément un intérêt à la volonté de l'administration Trump et de ses électeurs de vouloir faire le ménage dans ces administrations pourries et corrompues. Et c'est exactement ça. Et Matt Gaetz, s'il y a une chose, au moins que le public a pu voir lui-même, c'est son talent quand il est investigateur de choses très épineuses. Alors il va être lui-même soumis à des interrogations,
Ça sera très intéressant à surveiller. Alors, on sait que Donald Trump va réformer le pays en profondeur. On a, ces dernières années, beaucoup parlé de risque de guerre civile aux États-Unis, voire de risque de sécession. Est-ce que son envie réformatrice ne risque-t-elle pas de creuser les fractures qui sont déjà au sein de la société américaine ? Si j'ai appelé ce livre « La guerre culturelle », c'est parce que cette guerre culturelle, c'est la gauche qui la livre aux gens, aux conservateurs, dans tous les pays, et pas qu'aux États-Unis, depuis plus de 100 ans. Ce que Trump veut faire, c'est pas simplement balayer les politiques délétères de la gauche. Il veut ramener l'Amérique à la normale. Non seulement le bon sens, mais la normale. Mais qu'est-ce que c'est la normale pour les La normale, États-Unis ? eh bien, c'est respecter le socle fondateur. Et dans 2 années, il a promis, en nommant Elon Musk et Vivek Ramaswamy, que ce serait fait pour le 250e anniversaire du pays, qui aura lieu le 4 juillet 2026. Mais le socle de base, c'est quoi ? C'est l'esprit de l'isolationnisme. C'est la Constitution américaine et la Déclaration d'indépendance. Et c'est ne pas continuer de s'en écarter et de la violer comme le fait la gauche tout le temps. Rappelez-vous qu'Obama a dit « Qu'est-ce que c'est que cette Constitution avec tous ces droits négatifs ?» Et le président Woodrow Wilson, a été le premier président américain à critiquer la Constitution américaine. Ce qui est véritablement inacceptable pour un Américain digne de ce nom. Et le président Wilson préférait le socialisme de Bismarck. Il était très impressionné par le socialisme bismarckien et très impressionné aussi par le système parlementaire anglais, qu'il trouvait très très supérieur à la Constitution américaine. Mais est-ce qu'on sait déjà si Trump veut revenir à l'esprit isolationniste des origines des États-Unis ? Je vous le répète, il y a une conception erronée de ce que l'on appelle isolationnisme. Les Américains n'ont jamais été aussi isolationnistes que vous le dites et qu'on le dit sur les télévisions. Isolationnisme, l'Amérique dans son premier siècle... Il donne des milliards de dollars à l'Ukraine pour combattre Vladimir Poutine. Attendez, ne mélangeons pas tout. Isolationniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Au temps de Washington, c'est pas la même chose qu'au temps de Theodore Roosevelt. Vous en convenez. Bon, il s'est passé des choses depuis. Le premier siècle de l'Amérique, il fallait qu'elle soit isolationniste parce qu'il fallait qu'elle se construise et qu'elle se défende. N'oubliez pas que c'est le président Jackson qui l'a quand même défendu vaillamment à la Nouvelle-Orléans et qui ensuite a battu les Anglais qui avaient quand même incendié la Maison-Blanche en 1812. Bon, il a fallu se battre pour cette nouvelle République. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que Donald Trump entend un petit peu le monde ou notamment les pays des BRICS qui en ont marre de voir les États-Unis jouer ce rôle de gendarme, de vouloir convertir à la démocratie des pays entiers en les pulvérisant avec des missiles ? Ah non, l'Amérique n'a jamais parlé de missiles contre les autres peuples. Ce qui s'est passé en Irak avec Madeleine Albright qui disait on a tué 500 000 enfants et c'était... C'était un ministre de Clinton. Oui, d'accord. Il y a deux conceptions des États-Unis. Oui, mais il y a deux Amériques. Oui. Et ça a commencé avec le président Woodrow Wilson, qui ne voulait pas de guerre culturelle. Attention, je ne dis pas ça. Lui, il était simplement méprisant de la Constitution. Il ne s'est pas rendu compte, et l'année 1913 a été véritablement déterminante pour la guerre culturelle. Il y a eu l'impôt sur le revenu, et c'est très amusant. Trump veut revenir à avant 1913. Il a lancé l'idée d'abolir l'impôt sur le revenu. Alors là, moi, je dis magnifique. S'il y arrive, et si... Alors nous, Français, évidemment, nous serons les derniers à imiter. Mais si jamais il y arrive, vous imaginez ? Et si ça fait des émules ? Ça serait quand même fantastique. Il veut revenir. Et ces fameux droits de douane... Qu'est-ce qu'il y avait avant l'impôt sur le revenu ? Il y avait des droits de douane. Et l'Amérique du 19e siècle s'est construite et est devenue la première puissance industrielle grâce au protectionnisme. Donc une dose de protectionnisme, pas forcément le protectionnisme du 19e siècle, mais une dose. Il faut toujours nuancer. Et comme vous m'avez posé plusieurs questions à la fois, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes. Mais Trump, évidemment, ne veut pas être le gendarme du monde, ne veut pas être non plus... Et sur l'intérieur, sur ces risques de guerre civile et de sécession, est-ce que vous pensez qu'il va être un président de la paix intérieure ? Il veut être le président rassembleur et unificateur. Et déjà, c'est tout début, comme président élu, regardez, il était hier à la Maison-Blanche. Il a été parfaitement courtois et aimable. Et d'ailleurs, Biden aussi, de son côté. Biden
Biden, il y a peut-être un petit intérêt. Il s'est dit peut-être qu'il va gracier mon fils, parce que voilà, j'ai peut-être intérêt à être gentil, parce que j'ai beaucoup de choses à me faire oublier. N'oublions pas quand même le discours du 1er septembre 2022, où Biden était comme un fou furieux à Philadelphie, j'en parle longuement dans mon livre, en traitant les républicains de tous les noms et en accusant Trump d'être un nouvel Hitler, etc. Bon. Donc, Trump fait comme s'il n'avait rien entendu, fait comme si de rien n'était. Il s'est montré extrêmement courtois et en plus, il veut rassembler tous les Américains. Il veut en terminer avec cette guerre avec cette révolution culturelle. woke. Comment va-t-il s'y prendre? Et puis, eh bien, en démantelant l'État administratif. Et cette fois-ci, il ne faut pas s'abriter derrière la loi Pendleton, qui date quand même de 1883, et qui a fait que le système des dépouilles n'existe plus, comme beaucoup de Français ne le savent pas. Ce système des dépouilles n'existe plus. Et la plupart de il a 4000 fonctionnaires à remplacer. Certains d'entre eux ont des postes à vie, parce qu'ils sont parvenus à leur poste par concours. Donc, ils sont inamovibles. Comment renvoyer des gens inamovibles? Certains sont bons, on ne les renverra pas, mais certains ont prouvé leur nocivité en trahissant ou en faisant des fois leur petite politique à eux au lieu de suivre la politique du chef de l'État. Donc comment se débarrasser de ces gens-là? C'est là où Elon Musk et Vivek Ramaswamy vont donner leurs conseils, c'est-à-dire on fait des coupes très claires là-dedans, on supprime des postes. Vous parliez de l'enseignement. Il ne faut pas croire que les pauvres petits Américains ne vont plus avoir d'école. Pas du tout. Trump renvoie aux États. Ça aussi, c'est une décentralisation. Il revient aux sources constitutionnelles. Voilà, contre la centralisation abusive de l'État, telle qu'elle s'est opérée, alors surtout depuis les années 60, et depuis la constitution parallèle de 1964, dont je parle dans ce livre. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un intellectuel de premier plan, Christopher Caldwell. Je mets 5 petites étoiles à son livre, parce que s'il y a un seul livre que vous devriez lire, c'est celui-là, dans ma bibliographie. Caldwell explique comment cette loi a été pervertie, comment cette loi a produit l'État obèse, comment cette loi a produit cette explosion de faux droits qui donnent faux droits à des allocations, au lieu que les gens travaillent et méritent. Il y a une constitution parallèle. Eh bien, c'est cette constitution parallèle qui est inconstitutionnelle, en fait, qu'il faut arriver à abolir. Et donc, il faut supprimer des postes. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, cette idée de constitution parallèle. C'était Johnson. Donc, le successeur de Kennedy. C'est la loi de 19... Le continuateur de la guerre du Vietnam. Tout à fait. Donc Johnson, lui, il a voulu être le nouveau Roosevelt. Il a voulu un New Deal à lui. Mais il a voulu faire mieux que Roosevelt. Non seulement il a aggravé le système de l'État-providence, et le système de l'État-providence, à l'époque, il était encore tolérable. C'était tout à fait normal. Bon. Mais lui, il a véritablement... Il a fait plus que... le décupler. Il a véritablement, avec cette loi de 1964, qui est soi-disant la loi pour les droits civiques, il fallait effectivement donner des droits civiques pleins et entiers à la population noire. Elle le méritait. C'est une population qui est là depuis longtemps, depuis les débuts. Elle le méritait. Et il y avait une injustice flagrante. Mais ce qui s'est engouffré dans la brèche, c'est tout le reste. Il faut lire, ne liriez-vous qu'un paragraphe dans mon livre, c'est celui justement sur cette constitution parallèle de 1964. C'est déterminant pour comprendre. Peut-être pour terminer... Et qui a été, attention, la vraie constitution des États-Unis, celle qui est admirable, n'a jamais été imitée chez nous. En revanche, la fausse constitution, la constitution parallèle, comme l'appelle Caldwell, de 1964, c'est celle que tous les États socialistes européens ont imitée. Des scènes apocalyptiques qui ont été filmées dans plusieurs grandes villes, notamment à l'est et à l'ouest. C'est ce ravage que provoque cette drogue, enfin un médicament qui a pignon sur rue, le fentanyl, un opioïde réputé 50 fois plus puissant que l'héroïne. Il aurait déjà provoqué la mort de 500 000 personnes en 20 ans. Comment Donald Trump peut-il... Plus que ça. Comment peut-il arrêter cette hécatombe? Eh bien justement, il a nommé, dans toutes ces nominations récentes, là, il y a plusieurs personnes qu'on appelle les faucons contre la Chine. C'est-à-dire les gens qui veulent que la Chine paie pour le Covid, ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'a peut-être pas inventé le vaccin du Covid exprès pour nous nuire, mais en tout cas, elle l'a favorisé.
Ils veulent que la Chine redevienne un partenaire commercial, ou alors qu'elle soit plus, mais un partenaire commercial véritable, parce que le libre marché c'est bien joli, mais en face de gens qui observent les mêmes règles du marché que vous. Autrement, c'est plus le libre marché, c'est un marché faussé. Et la Chine fait en plus entrer le fentanyl par divers moyens, dont l'immigration illégale. Il n'y a pas que le sud global. Mais le fentanyl, les États-Unis en fabriquent. Non, et le fentanyl, il arrive par des drogues, et je ne sais pas qui le fabrique. Je ne sais pas qui le met dans les laboratoires américains. Il est, paraît-il, mêlé dans tous les médicaments. Ouais. Alors c'est là où Kennedy pourrait être utile à la santé. Mais c'est vraiment lié à l'espionnage chinois, aux techniques de sape de la Chine aux États-Unis, et c'est lié aussi au cartel de drogue. C'est quand même qui vont avec l'immigration. Et tout ça, l'administration Trump entend s'y atteler tous les domaines à la fois en même temps. Merci à vous, Evelyne Josselin, d'avoir accepté notre invitation. Je répète le titre de votre ouvrage, La guerre culturelle, à retrouver sur la boutique en ligne de TV Liberté. Tout de suite, dans un instant, c'est la chronique de Philippe Béchade, la chronique financière. Merci à vous encore, madame, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, salut. Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Donald Trump, le capitaine tout-puissant d'un Titanic de 36 000 milliards de dollars de dette. Le cap des 36 000 milliards de dettes a donc été franchi jeudi dernier, au moment où la Fed prenait la parole pour réduire les taux, comme elle s'y était engagée depuis le sommet de Jackson Hole de la fin du mois d'août, mais une détente de taux qui survient alors que les marchés partent complètement à l'envers de ce que tout le monde anticipait encore à la mi-septembre. Autrement dit, depuis que la Fed a amorcé son cycle de détente de taux, le 10 ans a repris plus de 80 points, le 30 ans près de 75 points, 3 fois 25,75, c'est comme si la Fed, en fait, s'apprêtait à relever par 3 fois ses taux directeurs en 2025, alors qu'au contraire, elle se propose de les ramener autour de 4 ou 3,75%. Ce grand écart n'a jamais été observé à aucun moment au cours des 50 dernières années. Et c'est vrai qu'on se retrouve face à un cas de figure assez inhabituel de marchés financiers et d'indices boursiers qui battent tous leurs records depuis que les taux ont commencé à grimper le 18 septembre dernier. On en est à 6 semaines de hausse sur 7, avec des taux donc qui vont totalement à l'envers ou l'encontre de ce qui généralement justifie une hausse des marchés, et arrive là-dessus donc ce que j'appelais le capitaine tout-puissant du Titanic de dette, puisque Donald Trump réalise le grand chelem, bien sûr, président élu haut la main, majoritaire à la Chambre des représentants, l'équivalent de nos députés, majoritaire au Sénat, et surtout soutenu par des membres ultra-conservateurs de la Cour suprême, dont il avait d'ailleurs lui-même, sous son mandat, de 2017 à 2021, nommé 3 membres, naturellement ultra-conservateurs. Donc, il semblerait qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir aux États-Unis, d'autant que les médias se sont totalement discrédités par leur soutien militant, voire très souvent mensonger de Kamala Harris. Alors, dans les plus gros mensonges, bien sûr, il y a toujours celui d'octobre-novembre 2020,
qui faisait passer le laptop de Hunter Biden pour une machination des Russes, alors qu'évidemment, c'était une information cruciale et qui avait complètement faussé le résultat des élections. Tous les médias qui ont relayé ce mensonge officiel ont effectivement du souci à se faire. De toute façon, même s'ils ne craignaient pas d'être traînés en justice demain, ce qu'ils doivent affronter depuis déjà plusieurs années, c'est un effondrement de leur audience. Vous prenez par exemple CNN, qui avait 13 millions de spectateurs quotidiens, qui n'en aurait plus que 800 000 aujourd'hui, avec l'effondrement des recettes publicitaires qui vont avec, lorsqu'on ne s'adresse plus qu'à 800 000 personnes au lieu de 13 millions. Donc, tout le modèle médiatique est à réinventer aux États-Unis, et c'est de sa faute, il s'est complètement discrédité, mais ce ne sera donc pas le quatrième pouvoir, cette fois-ci, qui fera de l'ombre à Donald Trump, contrairement à 2017-2021, où les médias étaient encore assez puissants. Donc, on peut légitimement s'interroger ou s'inquiéter du fait que, à la barre du Titanic, Trump ait effectivement tous les pouvoirs. Il essaiera peut-être toutes les manœuvres, louvoyer, mettre le bateau en marche arrière. Mais est-ce que cela va éviter au Titanic de couler sous le poids de ses 36 000 milliards de dettes? Ça, nous le saurons au cours des prochains mois. Et ce sont peut-être les marchés qui enverront les premiers avertissements si effectivement les premières mesures qu'entend prendre Donald Trump privent l'État de montants trop importants de recettes fiscales, alourdissent trop fortement la dette. Alors, ce sont peut-être les marchés, les seuls vrais contre-pouvoirs de Donald Trump. Donald Trump faisant du Trump, les marchés s'en félicitent aujourd'hui. Et demain, eh bien, ce sont peut-être eux qui se diront que ce n'est tout simplement pas tenable. Alors, surveillez bien notamment ce qu'on appelle le VIX, l'indice de la peur. Aujourd'hui, c'est comme si aucun danger n'existait dans l'économie américaine qui pourtant ralentit, avec des consommateurs qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat et qui, pour ceux qui en ont encore la possibilité, ne consomment qu'à crédit. On en revient bien sûr à ce problème de dette. Et là, on a beau s'appeler Donald Trump avoir tous les pouvoirs, on n'a jamais le pouvoir de désendetter le pays ou ses habitants, comme par miracle. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.